Ma femme a balancé les papiers sur la table et a déclaré qu'elle garderait la maison, les enfants, et que je n'aurais rien. J'ai signé sans hésiter. Mon avocat a murmuré, « Êtes-vous fou ?» Elle a appelé toute la famille pour célébrer. Moi, je riais, parce qu'elle avait oublié quelque chose. Brenda a jeté les papiers sur la table avec une telle force que l'impact a résonné dans toute la pièce. Elle m'a fusillé du regard, les yeux flamboyants, et a pointé un doigt vers les documents, comme si elle avait déjà gagné avant même que j'ouvre la bouche. Je vais garder la maison, les enfants, et toi, tu ne verras rien de tout ça. Adolfo, mon avocat, s'est immédiatement penché vers moi. Sa voix n'était qu'un murmure tendu, presque désespéré. Aurelio, êtes-vous fou? Ne signez pas ça. Vous savez ce à quoi vous renoncez. J'ai pris le stylo et j'ai signé, sans la moindre hésitation. Brenda a appelé sa sœur, Juana. Le soir même, depuis le couloir, je les entendais célébrer. Des rires, des toasts, des mots qui coupaient comme du verre. Elle pensait m'avoir détruit, qu'elle avait tout gagné. Mais moi, je souriais. Parce que Brenda, dans toute sa fureur, dans sa certitude de m'avoir écrasé, avait oublié quelque chose. Quelque chose qui changeait absolument tout. Et au moment où elle signerait ses papiers devant le juge, cet oubli allait lui coûter tout ce qu'elle pensait avoir gagné. Chaque centime, chaque mètre carré, chaque victoire qu'elle avait célébrée prématurément. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, je dois vous ramener 18 ans en arrière. Car cette histoire n'a pas commencé avec un divorce. Elle a commencé bien plus tôt, en silence, avec de petites choses que j'ai ignorées pendant trop longtemps. Avec des regards que j'ai fuis, des questions que je n'ai pas posées, et des vérités que j'ai préféré ne pas voir, parce qu'il était plus confortable de continuer à croire que tout allait bien. J'ai rencontré Brenda quand nous avions tous les deux 27 ans. Elle était le genre de femme qui remplissait une pièce sans effort. Elle parlait fort, riait encore plus fort, et avait une façon de vous regarder qui vous faisait sentir comme la chose la plus importante au monde. J'étais ingénieur. Je travaillais 12 heures par jour, je dormais peu, et je rêvais d'avoir un jour quelque chose à moi. Je n'avais pas grand-chose à offrir à l'époque, du moins pas en termes matériels. Mais elle disait que cela ne lui importait pas. Nous construirons ça ensemble, m'a-t-elle dit une fois, très tôt, avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait que je la croie. Et je l'ai cru, complètement, sans aucune réserve. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Une petite cérémonie, avec nos 2 familles, sans grand luxe, mais avec tout ce que je ressentais à ce moment-là. Ma mère, Lydia, m'a pris la main avant que nous n'entrions dans l'église, et m'a dit quelque chose que j'ai mis des années à comprendre pleinement. Elle l'a dit à voix basse, presque comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre l'entende. Aurelio, un homme qui bâtit doit savoir très bien avec qui il partage ce qu'il bâtit. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était juste l'émotion du jour, cette sagesse un peu exagérée que les mères ont dans les moments importants. Plus tard, j'ai compris qu'elle avait vu quelque chose que moi, avec toute mon intelligence d'ingénieur, je n'avais pas voulu voir. Les premières années ont été bonnes, ou du moins, c'est ce que je me répétais chaque fois que quelque chose ne collait pas. Nous travaillions, nous économisions, nous avons eu nos enfants. J'ai continué à travailler d'arrache-pied, à accumuler les heures, sacrifiant des week-ends entiers, annulant des vacances, et repoussant tout ce qui ne contribuait pas à la croissance de ce que je bâtissais. Car à ce moment-là, j'avais déjà ma propre entreprise, une entreprise que j'avais montée de toutes pièces, avec mes décisions, mes contacts, et mon nom signé sur chaque contrat et chaque risque. Brenda n'y travaillait pas directement au début, mais petit à petit, elle a commencé à se présenter plus souvent aux réunions. Elle disait qu'elle voulait me soutenir, qu'elle voulait comprendre ce que je faisais, qu'il était important pour elle de faire partie de quelque chose d'aussi significatif. J'ai interprété cela comme de l'amour, comme un intérêt sincère, comme un signe que nous grandissions ensemble, que le mariage mûrissait d'une belle manière. Aujourd'hui, je sais que je lisais la situation de manière complètement erronée. C'est vers la 8e année de notre mariage que j'ai commencé à remarquer de petites choses. Des dépenses qui ne correspondaient pas lorsque je vérifiais les relevés bancaires. Des appels téléphoniques qui se terminaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Son téléphone rangé avec une vitesse anormale. Des voyages, soi-disant professionnels, qui duraient un jour de plus que prévu. Toujours avec une explication différente, toujours parfaitement raisonnable. Je posais des questions, et elle avait toujours une réponse prête, fluide, sans fissures apparentes. Elle était extraordinairement douée pour construire des réponses.
J'aurais dû le remarquer plus tôt. Un mardi, je suis arrivé au bureau plus tôt que prévu. J'avais terminé une réunion avec un client plus vite que je ne le pensais et j'ai décidé de rentrer sans prévenir. En entrant dans le couloir principal, j'ai vu Rodrigo, mon associé de l'époque, sortir de la salle de réunion avec un sourire qui ne correspondait à aucun contexte que je pouvais comprendre. Brenda était à l'intérieur, rangeant des papiers avec des mouvements calmes, comme si de rien n'était. Ils m'ont dit qu'ils avaient revu quelques contrats en suspens. Rodrigo m'a tapoté l'épaule avec assurance et est parti. J'ai hoché la tête. J'ai continué vers mon bureau et j'ai essayé de me convaincre qu'il n'y avait rien d'étrange dans ce que je venais de voir. Mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. Pas soudainement, pas avec une clarté dramatique. C'était comme une petite fissure dans un mur qui semble encore complètement solide de l'extérieur. On ne le voit pas tomber, mais on sait déjà, au fond de soi, que quelque chose à l'intérieur est brisé, et que tôt ou tard, ce mur va céder. Avec le temps, les conversations à la maison sont devenues plus vides. Brenda a commencé à me traiter avec une impatience qui n'existait pas auparavant, comme si j'étais un obstacle sur son chemin plutôt que son partenaire. Quand je parlais de l'entreprise, elle changeait de sujet. Quand je prenais des décisions importantes, elle les remettait en question en public, devant les autres, avec un sourire qui faisait passer tout cela pour une blague légère, mais ce n'en était jamais une. C'était une forme d'érosion. Lente, constante, chirurgicale. Et pendant trop longtemps, j'ai continué à ignorer ce que je voyais. J'ai continué à travailler. J'ai continué à bâtir. Je me suis répété que ce n'était que de la fatigue accumulée, que chaque mariage traverse des étapes difficiles, que les choses s'amélioreraient si seulement j'essayais un peu plus fort. C'est le plus vieux piège du monde. Et je suis tombé dedans comme si c'était la première fois que quelqu'un le disait. Jusqu'à un mardi matin où, sans annonce préalable, sans dispute précédente, Brenda est entrée dans la cuisine avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle, et m'a dit, avec un calme qui m'a glacé le sang, qu'elle voulait le divorce. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas cherché mes yeux pour voir comment je réagirais. Elle l'a dit comme quelqu'un qui annonce qu'il va changer de supermarché, comme si c'était une décision administrative, quelque chose qui était déjà réglé bien avant d'être dit à voix haute. Et à ce moment-là, pendant que je traitais ces mots, debout devant le café qui refroidissait sur le comptoir, quelque chose en moi s'est mis en place. Pas avec de la colère, pas avec de la douleur, mais avec une clarté étrange, presque froide. Parce que je me préparais à ce moment depuis des semaines, sans qu'elle le sache. Des semaines à parler en silence avec Adolfo. Des semaines à rassembler des informations que Brenda pensait que je ne trouverais jamais. Des semaines à construire quelque chose sous la surface. Invisible, patient, ferme. Elle pensait que ce divorce était le début de sa victoire. Pour moi, c'était exactement le moment que j'attendais. Et quand elle a jeté ses papiers sur la table et m'a dit qu'elle allait tout garder, quand Adolfo m'a murmuré à l'oreille que j'étais fou, quand j'ai pris ce stylo et que j'ai signé sans hésiter, ce n'était pas un abandon. C'était la dernière pièce du plan qui tombait exactement là où elle devait tomber. Ce soir-là, après que Brenda eut rangé les papiers et quitté la pièce avec ce sourire que je trouvais désormais insupportable, je suis resté seul dans le salon. Le silence de la maison avait un poids différent. C'était le silence de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné, qui n'a plus besoin de faire semblant, qui peut se détendre parce que l'ennemi est déjà à terre. J'ai entendu ses pas monter les escaliers. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer négligemment, avec cette nouvelle indifférence qu'elle avait adoptée ces derniers mois, comme si c'était un droit acquis. Je me suis versé un verre d'eau. Je me suis assis dans le même fauteuil où j'avais signé ces papiers moins de 2 heures auparavant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris une profonde inspiration, sans que ma poitrine ne se sente lourde. Adolfo m'a appelé à 22 heures. Il ne m'a pas salué. Il a dit directement, Aurelio, j'ai besoin que tu m'expliques ce que tu viens de faire, parce que de mon point de vue, tu viens de céder 18 ans de ta vie d'une seule signature. Je lui ai répondu calmement, Adolfo, demain à 9 heures, dans ton bureau. Apporte tout ce que nous avons préparé, absolument tout. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Et puis j'ai entendu quelque chose que j'avais très rarement entendu de cet homme, une sorte de soulagement contenu, comme si mes mots venaient de confirmer quelque chose qu'il espérait être vrai. D'accord, dit-il. À 9 heures. J'ai raccroché, j'ai éteint la lumière du salon et je suis monté dans la chambre d'amis, qui depuis des semaines était l'endroit où je dormais, sans que Brenda n'ait rien dit à ce sujet.
Elle n'avait même pas posé de questions. Cela aussi m'a dit quelque chose. Je me suis allongé sur ce petit lit, dans cette chambre sans décoration, et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à l'expression sur leur visage quand tout cela serait terminé, d'une manière que personne n'attendait. J'ai pensé à Lydia, ma mère, qui m'avait appelé cet après-midi sans rien savoir de ce qui se passait, juste pour me demander comment j'allais, avec cette intuition que les mères ont et qui n'est jamais complètement expliquée. Je lui ai dit que tout allait bien. Et pour la première fois depuis longtemps, cette phrase n'était pas un mensonge complet. Parce que tout, d'une manière que personne autour de moi ne pouvait encore voir, commençait à se mettre en place. Ce que Brenda ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais imaginé en célébrant avec Juana cette nuit-là, c'est que j'avais commencé à me douter, avec suffisamment de temps d'avance. Pas soudainement, pas à cause d'une révélation dramatique, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus banal, et de beaucoup plus dévastateur, les chiffres. Je suis ingénieur. Je travaille avec des données depuis des décennies, avec des projections, avec des structures qui doivent être précises au millimètre près. Et depuis environ un an, les chiffres de mon entreprise avaient cessé de correspondre, d'une manière qui ne pouvait s'expliquer par des arguments normaux. Des marges qui se réduisaient sans raison claire. Des contrats qui généraient moins que prévu. Des dépenses de fonctionnement qui augmentaient dans des catégories où il n'y avait aucune justification visible. Au début, j'ai attribué cela au marché. Puis à l'inflation. Puis j'ai continué à chercher des explications raisonnables, parce que la véritable explication était trop inconfortable à regarder en face. C'était un vendredi après-midi, en restant tard au bureau alors que personne d'autre n'était là, que j'ai ouvert un dossier de fichiers que je n'examinais normalement pas directement, car Rodrigo était en charge de ce domaine. C'était un dossier de transferts interdépartementaux, des chiffres qui, en théorie, représentaient des mouvements de capitaux internes entre différentes divisions de l'entreprise. Mais quand j'ai commencé à suivre ces chiffres attentivement, quand j'ai commencé à tracer où allaient réellement ces transferts, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé paralysé devant l'écran pendant plusieurs minutes, incapable de bouger. L'argent ne restait pas au sein de l'entreprise. Il en sortait, en montant soigneusement fractionné pour ne pas déclencher les alertes automatiques, via des comptes intermédiaires qui, sur le papier, ressemblaient à des fournisseurs légitimes. Mais quand j'ai commencé à les vérifier un par un, ils n'existaient pas en tant que société réelle. C'étaient des structures, des coquilles vides, des noms enregistrés des mois auparavant, avec des adresses qui ne correspondaient à aucune activité réelle. Et à la fin de cette chaîne, quand j'ai réussi à suivre la piste jusqu'à son terme, l'argent arrivait sur un compte que je ne connaissais pas. Un compte qui n'était pas au nom de Rodrigo. Il était au nom de Brenda. J'ai fixé cet écran pendant ce qui m'a semblé être plusieurs minutes, bien que ce ne fût probablement que quelques secondes. Mon esprit d'ingénieur a traité l'information avec une froideur dont je fus reconnaissant à ce moment-là. Ce n'est pas de la colère que j'ai ressentie en premier. C'était quelque chose de plus proche d'une compréhension totale. Comme lorsqu'on résout un problème sur lequel on butait depuis des semaines et que, soudain, toutes les pièces s'emboîtent en même temps. Tout concordait. Les voyages, les appels interrompus, la présence de Brenda à des réunions où elle n'avait aucune raison d'être, l'amitié de plus en plus étroite avec Rodrigo que j'avais interprétée comme une simple camaraderie professionnelle. Les questions subtiles qu'elle posait sur les contrats, sur les clients, sur les projections financières, questions auxquelles je répondais avec confiance, parce qu'elle était ma femme et que je n'imaginais jamais que cette information pourrait être utilisée contre moi. Tout cela avait été un système, construit avec patience, avec intelligence, et construit juste sous mon nez. Pendant que je continuais à travailler, que je continuais à faire confiance, que je continuais à être exactement le genre d'homme dont ils avaient besoin pour que le plan fonctionne. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis rentré, je me suis assis dans l'obscurité du bureau et j'ai passé des heures à traiter ce que j'avais découvert. Le lendemain matin, sans rien dire à Brenda, sans changer absolument rien à mon comportement extérieur, j'ai appelé Adolfo. Je ne lui ai pas tout dit au téléphone. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de le voir d'urgence et que ce que j'avais à lui montrer était grave. Adolfo me connaît depuis plus de 12 ans. Il sait quand j'exagère et quand je ne le fais pas. Au ton de ma voix ce jour-là, il n'a posé aucune question. Il a juste dit, je vais annuler ce que j'ai le matin. On se voit à 8 heures. Ce qui a suivi fut un processus qui a duré des semaines. Adolfo a engagé un expert comptable judiciaire, spécialisé dans la fraude financière,
un homme méticuleux et discret qui a examiné chaque document que j'avais trouvé et est allé bien plus loin que moi. Chaque virement a été tracé. Chaque compte intermédiaire a été identifié. Chaque fournisseur fantôme a été documenté, avec son nom, sa date de création et son lien avec les comptes finaux. Le montant total qui avait quitté mon entreprise en 18 mois était d'environ 480 000 €. Quand Adolfo m'a montré le chiffre final, il l'a dit lentement, comme s'il devait s'assurer que je le traitais bien. Et j'ai hoché la tête sans surprise, sans drame, parce qu'à ce stade, je savais déjà. Ce que je ne savais pas encore, c'était la dimension exacte. Et le voir dans un chiffre concret, documenté, traçable, vérifiable, a changé quelque chose en moi définitivement. Il n'y avait plus de doute, plus de possibilité que ce soit une erreur comptable ou une mauvaise gestion. C'était intentionnel. C'était systématique. Et il y avait 2 responsables. Rodrigo, qui avait utilisé sa position d'associé pour exécuter le mécanisme, et Brenda, qui avait mis son nom sur le compte final, qui avait été l'architecte du plan depuis le début. Donc, quand elle m'a dit qu'elle voulait le divorce, quand elle est venue avec les papiers et m'a dit qu'elle allait garder la maison et tout ce que nous avions construit, je savais déjà quelque chose qu'elle ne pouvait pas imaginer. Ce qu'elle revendiquait comme sien était déjà marqué. Et ce que j'avais signé cet après-midi-là n'était pas un abandon. C'était le piège qui se refermait. Les jours qui ont suivi la signature ont été les plus étranges dont je me souvienne. Brenda se déplaçait dans la maison avec une légèreté que je ne lui avais pas vue depuis des années. Elle chantait en préparant le café. Elle parlait au téléphone avec Juana pendant des heures, avec ce rire libéré que les gens ont lorsqu'ils pensent n'avoir plus rien à perdre, car ils ont déjà tout gagné. Elle me regardait de temps en temps, avec une expression qui mêlait pitié et satisfaction, comme on regarde une personne qui vient de commettre la plus grande erreur de sa vie sans s'en rendre compte. Je la laissais faire. Je me levais tôt, je prenais mon petit déjeuner en silence, j'allais au travail comme n'importe quel autre jour. Je n'ai rien changé à ma routine. Je n'ai montré aucune nervosité. Je n'ai posé aucune question. Je n'ai pas essayé de rouvrir de conversation sur le divorce, les papiers, ou quoi que ce soit qui puisse l'alerter que quelque chose se passait sous la surface. Cette normalité faisait partie du plan. Adolfo me l'avait dit clairement dès le début, moins elle se doutera de quelque chose, meilleure sera notre position. Laisse-la continuer à penser qu'elle a gagné. Laisse-la se détendre. Une personne qui pense avoir déjà gagné ne se prépare pas à ce qui va arriver. Et j'ai appliqué cela avec une discipline qui m'a surpris moi-même. Il y a eu un moment, un jeudi après-midi, où Brenda est entrée dans la cuisine pendant que je révisais des documents sur la table et m'a demandé, d'une voix presque amicale, quand j'allais commencer à chercher un appartement. J'ai répondu que j'étais dessus. Elle a hoché la tête, s'est versé un verre de jus et a quitté la cuisine sans rien dire de plus. Elle n'a même pas pris la peine de me regarder pendant qu'elle parlait. Pour elle, je faisais déjà partie du passé. Un chapitre clos, un problème résolu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle dormait paisiblement ces nuits-là, Adolfo et l'expert comptable judiciaire terminaient de constituer le dossier le plus complet qu'un juge aux affaires familiales de cette ville ait vu depuis longtemps. Chaque virement documenté, chaque compte intermédiaire identifié avec sa date d'ouverture et sa connexion directe aux comptes finaux, chaque mouvement tracé au dernier centime des 480 000 € qui avaient quitté mon entreprise, systématiquement, de manière fractionnée et intentionnelle, sur 18 mois. Mais ce n'était pas tout. Car pendant que le comptable travaillait sur les chiffres, Adolfo avait fait autre chose. Quelque chose que je ne lui avais pas explicitement demandé, mais qu'il avait initié de lui-même, avec cette intuition d'avocat expérimenté que les chiffres seuls ne racontent que rarement toute l'histoire. Il avait engagé quelqu'un pour examiner l'historique des propriétés enregistrées au nom de Brenda au cours des 2 dernières années. Et ce qu'il a trouvé m'a surpris, même moi qui pensais être prêt à tout. Brenda avait enregistré 3 propriétés, une en ville, 2 à l'extérieur. Aucune des 3 n'apparaissait dans les papiers du divorce qu'elle avait elle-même déposé. Aucune n'avait été déclarée comme faisant partie des biens communs. Elles étaient enregistrées sous une combinaison de son nom et de celui d'une petite société qu'elle avait créée 18 mois plus tôt, juste au moment où les mouvements irréguliers dans mon entreprise avaient commencé. La société portait un nom générique, le genre de nom qui n'attire pas l'attention lorsqu'on le voit sur un document. Elle avait une adresse enregistrée, un numéro d'identification fiscale et, sur le papier, elle ressemblait à une petite société de conseil. Mais elle n'avait pas de clients réels, pas d'opérations vérifiables, rien de ce qu'une véritable entreprise devrait avoir.
C'était une structure conçue spécifiquement pour recevoir de l'argent et le convertir en propriété qui, en théorie, n'avait aucun lien visible avec mon entreprise ou avec moi. Quand Adolfo m'a montré les registres ce matin-là dans son bureau, il a étalé les documents sur la table un par un, lentement, comme s'il savait que chaque page avait besoin d'un moment pour être traitée. Je les ai lus en silence. La valeur estimée des 3 propriétés s'élevait à environ 320 000 €, achetées en espèces, sans hypothèque, sans financement bancaire qui pourrait être facilement tracé. « Reconnais-tu l'une de ces adresses » m'a demandé Adolfo. J'ai secoué la tête. Je n'avais jamais vu aucune de ces propriétés de ma vie. Nous n'avions jamais parlé de les acheter. Elles n'avaient jamais fait partie d'aucune conversation sur les investissements ou les biens familiaux. Elles étaient apparues sans que je ne sache rien. Financées avec de l'argent qui provenait de ce que j'avais bâti, enregistrées dans des structures conçues pour que je ne les trouve jamais, à moins de savoir exactement où chercher. Adolfo a soigneusement rassemblé tous les papiers et les a mis dans un épais dossier qui était déjà plein d'autres documents. Il m'a regardé de l'autre côté du bureau, avec cette expression sereine qu'ont les avocats qui voient le pire des gens depuis des décennies et ont appris à ne pas être surpris. « Aurelio, dit-il, ce que nous avons ici, ce n'est pas seulement un divorce compliqué. Ce que nous avons, c'est de la fraude, du détournement d'actifs, de la dissimulation d'actifs. Et si le ministère public décide de s'en mêler, et avec ça en main, il est très probable qu'il le fera. Nous parlons de quelque chose qui va bien au-delà d'un tribunal des affaires familiales. » J'ai hoché la tête. J'y avais réfléchi. Je savais que c'était le territoire que nous approchions. Et je savais aussi qu'il était important de le gérer avec précision, car il y avait 2 personnes que je voulais protéger par-dessus toute autre considération dans tout cela, mes enfants. Ils n'étaient responsables de rien. Ils étaient la seule chose dans cette histoire que je n'étais pas prêt à transformer en dommage collatéral. J'ai donc dit clairement à Adolfo, lors de cette même réunion, que la stratégie devait les protéger en premier. Que tout mouvement juridique que nous ferions devait être construit de manière à les maintenir hors du conflit autant que possible. Adolfo a compris sans que j'aie à l'expliquer 2 fois. Il était père aussi, et il était assez bon dans son travail pour savoir qu'un juge regarde toujours comment chaque partie traite les enfants dans un processus comme celui-ci. La manière dont je gérerais cette partie de la situation allait en dire long, et il voulait qu'elle dise exactement la bonne chose. Pendant ce temps, Rodrigo continuait de se présenter à l'entreprise comme si de rien n'était. Cette partie a été la plus difficile à gérer pour moi, intérieurement. Le voir arriver le matin avec son café, saluer le personnel avec cette aisance sociale qu'il avait toujours eue, entrer dans son bureau et fermer la porte. Je le saluais. Je répondais à ses emails normalement. J'assistais aux réunions où il présentait des rapports dont je savais maintenant qu'ils étaient conçus pour cacher ce qui se passait réellement avec les chiffres. C'était un exercice de contrôle que je ne souhaiterais à personne. Être assis en face de quelqu'un qui vous a trahi, qui a trahi votre confiance et votre travail pendant plus d'1 an, et devoir le regarder comme si vous ne saviez rien, comme si tout était encore pareil, comme si le monde qu'il pensait contrôler était encore intact. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai compris que le moment d'agir n'était pas encore venu, et qu'agir prématurément pourrait ruiner tout ce que nous avions construit avec tant de patience. Il y a eu un après-midi où Rodrigo est passé dans mon bureau et m'a dit, avec une désinvolture que j'ai encore du mal à décrire, qu'il avait entendu parler du divorce et qu'il était vraiment désolé. Que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais compter sur lui. Il m'a tendu la main. Je l'ai serré. Je lui ai dit que j'appréciais. Et alors que je le regardais s'éloigner dans le couloir, j'ai pensé aux 480 000 €. J'ai pensé aux 3 propriétés. J'ai pensé aux 18 mois de virements fractionnés qu'il avait exécutés depuis son poste d'associé, tout en me regardant dans les yeux chaque matin et en m'appelant son ami. J'ai pensé à tout ça, et j'ai continué à marcher vers mon bureau sans dire un mot de plus. Parce que le moment de parler approchait, et quand il viendrait, je n'aurais pas besoin d'élever la voix. Les preuves parleraient pour moi. C'était un lundi matin quand Adolfo m'a appelé, avant même que je ne quitte la maison. Sa voix avait un ton différent des autres fois. Ce n'était pas de l'urgence, exactement. C'était quelque chose de plus proche de la concentration de quelqu'un qui vient de trouver la pièce manquante d'un puzzle très compliqué. « Aurelio, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui. » Pas demain. Aujourd'hui. Je suis arrivé à son bureau 40 minutes plus tard. Adolfo était debout devant son bureau, ce qui était inhabituel pour lui, un homme qui gérait normalement même les situations les plus graves depuis le confort de son fauteuil,
avec un calme parfois déconcertant. Des papiers étaient étalés sur toute la surface du bureau, et un dossier supplémentaire se trouvait sur le fauteuil visiteur, qu'il a dû déplacer pour que je puisse m'asseoir. Il est resté debout, m'a regardé. Nous avons trouvé autre chose. Il l'a dit lentement, avec le poids exact que ces mots méritaient. L'expert comptable judiciaire avait continué de tracer les mouvements financiers au-delà de là où nous étions initialement arrivés. Il avait examiné non seulement les comptes intermédiaires que nous connaissions déjà, mais aussi les registres de transferts internationaux associés à la société écran que Brenda avait créée. Et dans ces registres, il avait trouvé quelque chose que ni lui ni moi n'avions anticipé. Une partie de l'argent n'avait pas été convertie en propriété locale. Elle avait quitté le pays. Des virements effectués à des intervalles irréguliers, toujours pour des montants inférieurs au seuil de déclaration automatique, vers un compte à l'étranger. Le pays de destination importait moins que le schéma. Car le schéma était sans équivoque pour quelqu'un qui sait lire ce genre de mouvement. C'était l'architecture classique de quelqu'un qui ne se contente pas de cacher de l'argent, mais qui construit une sortie, une vie parallèle ailleurs, financée avec de l'argent qui ne lui appartenait pas, prête à être activée au moment où tout le reste serait réglé. Le divorce n'était pas la fin du plan de Brenda. C'était l'avant-dernière étape. J'ai fixé les documents un long moment. Adolfo n'a rien dit pendant que je traitais l'information. Il savait comment donner de l'espace à ce genre de silence. Quand j'ai levé les yeux, je lui ai demandé combien était sorti au total vers ce compte étranger. Il m'a répondu sans détour. Environ 110 000 € de plus, répartis sur 8 mois. Ajoutés aux 480 000 € du détournement initial et à la valeur des 3 propriétés locales, nous parlions de plus de 900 000 € d'actifs qui avaient quitté ce que j'avais bâti, et qui étaient maintenant répartis dans des structures spécifiquement conçues pour être difficiles à suivre. Difficiles à réclamer, et difficiles à relier à ce qu'elles étaient réellement, de l'argent volé. Avec planification, avec du temps, avec la complicité de quelqu'un qui dormait dans ma propre maison. Est-ce que Rodrigo était au courant des transferts à l'étranger, ai-je demandé. Adolfo a fait une brève pause. Le comptable pense qu'il a exécuté les premiers mouvements locaux et qu'à un moment donné du processus, Brenda a pris le contrôle direct de la partie internationale. Il y a un changement dans le schéma opérationnel qui le suggère. Mais prouver le niveau exact de connaissance de chacun dépendra de ce que nous trouverons dans la phase suivante. La phase suivante. Ces mots m'ont ramené au présent avec une clarté immédiate. Car jusqu'à ce moment, tout ce que nous avions fait était de documenter, de tracer, de comprendre l'ampleur du problème. Mais ce qui venait maintenant était différent. Ce qui venait maintenant, c'était d'agir. Adolfo s'est enfin assis, a rassemblé quelques papiers, les a alignés avec ce geste méthodique qu'il avait lorsqu'il était sur le point de dire quelque chose d'important, et m'a regardé avec un sérieux que je reconnaissais déjà comme le prélude à une conversation qui allait changer le cours de tout. Nous avons 2 voies, dit-il. La première est de présenter tout cela directement au tribunal des affaires familiales. Dans le cadre de la réponse au divorce. Nous contestons l'accord que tu as signé sur la base de la dissimulation d'actifs et de la fraude procédurale. Le juge gèle les avoirs pendant l'enquête. C'est la voie la plus directe. J'ai hoché la tête. Et la seconde? Nous déposons une plainte pénale en parallèle. Fraude, détournement d'actifs. Et potentiellement blanchiment d'argent si les mouvements internationaux entrent dans le cadre des réglementations applicables. Cela implique les autorités fiscales et potentiellement d'autres organismes. C'est plus lent, plus compliqué, mais la portée est complètement différente. Il y eut un silence entre nous. Que recommandes-tu, lui ai-je demandé. Adolfo n'a pas répondu immédiatement. Il a pris un vrai moment pour réfléchir, ce que j'ai apprécié. Je ne voulais pas d'une réaction instinctive. Je voulais son jugement sincère après avoir vu tout ce que nous avions vu. Les 2, dit-il finalement. Simultanément. Nous déposons une contestation au tribunal des affaires familiales pour geler immédiatement les avoirs et l'empêcher de déplacer plus d'argent ou de transférer les propriétés avant que le processus n'avance. Et en parallèle, nous activons la plainte pénale pour qu'il y ait une enquête formelle qui aille au-delà de ce qu'un tribunal des affaires familiales peut ordonner de lui-même. C'était la bonne réponse. Je l'ai su dès que je l'ai entendu. Ce qui a suivi fut une semaine de travail intense qui s'est déroulée complètement à l'insu de Brenda et de Rodrigo. Adolfo a coordonné avec le comptable pour préparer les documents pour les 2 dépôts. J'ai revu chaque page, chaque annexe,
chaque référence croisée entre les différentes pièces à conviction. C'était un dossier énorme, dense, techniquement impeccable. Le genre de documentation qui ne laisse aucun espace vide pour s'échapper. Pendant cette semaine, à la maison, tout est resté pareil en surface. Brenda avait commencé à parler de changer quelques meubles. Elle a mentionné dans une conversation téléphonique avec Juana qu'elle pensait à rénover la cuisine. Elle parlait de la maison comme si elle était déjà entièrement à elle, comme si j'en avais déjà disparu, même si j'étais toujours physiquement là. Elle m'a demandé 2 fois de plus quand j'allais commencer à chercher un logement. J'ai répondu que bientôt, et c'était vrai, bien que pas de la manière qu'elle imaginait. Il y a eu une nuit, vers la fin de cette semaine, où je suis resté éveillé plus tard que d'habitude. J'étais dans le bureau, révisant des documents pour la dernière fois, quand j'ai entendu Brenda descendre. Elle est passée devant la porte du bureau sans regarder à l'intérieur, est allée à la cuisine, y est restée un moment, et est remontée. Pendant cet intervalle, je suis resté complètement immobile, les documents devant moi, écoutant ses pas. J'ai pensé aux 18 ans. Non pas avec nostalgie, exactement, mais avec cette sorte d'archéologie émotionnelle que l'on fait lorsqu'on essaie de comprendre comment on est arrivé à un endroit que l'on n'aurait jamais imaginé exister. J'ai pensé à la personne que je croyais qu'elle était. J'ai pensé à toutes les conversations, à tous les plans que nous avions faits ensemble, à toutes les nuits où j'étais rentré tard du travail et où elle m'avait attendu avec une expression que je lisais comme de l'amour. Et dont je me demandais maintenant si cela avait été autre chose depuis le début. Je ne suis parvenu à aucune conclusion définitive cette nuit-là. Certaines questions n'ont pas de réponse nette, et la chose la plus honnête est de l'accepter. Ce dont j'étais sûr, c'était de ce qui allait suivre. Le lendemain, Adolfo allait déposer les documents au tribunal des affaires familiales et auprès des autorités compétentes, simultanément, de manière coordonnée, sans préavis, à aucune des 2 personnes qui croyaient que ce jeu était déjà terminé. Brenda se réveillerait ce matin-là en croyant que c'était un jour normal, que j'étais toujours l'homme vaincu qui avait signé sans résistance et qui cherchait tranquillement un appartement pendant qu'elle prévoyait de rénover la cuisine. Et à un moment de cette journée, tout cela allait changer. Pas avec une confrontation, pas avec des cris, pas avec le genre de drame qu'elle aurait probablement attendu de quelqu'un dans ma position. Mais avec des papiers, avec des chiffres, avec des preuves qui avaient été construites avec des mois de patience et qui étaient maintenant prêtes à faire exactement ce qu'elle devait faire. J'ai laissé Brenda croire qu'elle avait gagné, parce que j'avais besoin qu'elle soit calme, qu'elle soit confiante, qu'elle ne déplace rien, qu'elle ne transfère rien, qu'elle n'active aucune des sorties qu'elle avait construites avec tant de soin pendant si longtemps. Et cela avait parfaitement fonctionné. Maintenant, c'était mon tour. Le jour où Adolfo a déposé les documents s'est levé comme n'importe quel autre. Le soleil entrait par les fenêtres de la même manière. Le café sentait la même chose. Les oiseaux faisaient le même bruit que toujours dans le jardin que Brenda prévoyait déjà de redessiner, avec l'argent qu'elle croyait être le sien. Je me suis levé à 6 heures, je me suis douché, je me suis habillé calmement et je suis descendu pour le petit déjeuner. Brenda dormait encore. Les enfants étaient déjà partis tôt pour l'école. La maison avait ce silence particulier des matins de semaine qui, pendant des années, avait été mon moment préféré de la journée. Cet intervalle silencieux avant que tout ne commence. Je me suis versé du café, je me suis assis et j'ai attendu. À 9 heures précises, Adolfo est entré au tribunal des affaires familiales avec le dossier complet. À 9h12, comme il me l'a raconté plus tard, le juge qui a reçu la documentation l'a examiné pendant plusieurs minutes en silence. Il a levé les yeux vers Adolfo avec une expression qui n'était pas exactement de la surprise, mais quelque chose de plus proche de la gravité de quelqu'un qui comprend immédiatement la dimension de ce qu'il a devant lui. Et il a signé l'ordonnance de gel des avoirs sans poser de questions supplémentaires. Au même moment, dans un autre bureau de la ville, un collègue d'Adolfo, spécialisé en droit pénal, déposait la plainte formelle auprès des autorités compétentes. Fraude, détournement d'actifs d'entreprise, dissimulation d'actifs dans un processus judiciaire, et les mouvements internationaux que le comptable avait documentés avec une précision qui ne laissait aucune place à l'interprétation. J'étais toujours assis dans la cuisine quand Adolfo m'a envoyé un SMS. Il disait juste « fait ». De front. Appelle-moi quand tu pourras. Je l'ai appelé immédiatement. Il m'a tout confirmé, avec cette voix calme qu'il adoptait lorsque les choses se déroulaient exactement comme prévu. Le gel était effectif immédiatement. Les 3 propriétés locales bloquées, les comptes associés à la société écran de Brenda bloqués.
Toute tentative de transférer ou de vendre ses actifs serait automatiquement rejetée par le système, jusqu'à ce que le processus judiciaire détermine leur origine et leur destination légitime. Et le compte à l'étranger faisait l'objet d'une demande de coopération internationale qui, bien que ce soit le processus le plus lent de tous, était en cours. Brenda ne savait toujours rien de tout cela. Elle est descendue à la cuisine vers 10 heures, avec la légèreté des derniers jours, les cheveux encore humides, parlant au téléphone avec quelqu'un pendant qu'elle se versait du café. Elle ne m'a pas salué directement. Elle a fait un vague geste de la main et a continué sa conversation. J'ai entendu des fragments, quelque chose sur des meubles, quelque chose sur une réunion qu'elle avait plus tard. La voix de Juana répondant de l'autre côté avec cette énergie que les gens ont lorsqu'ils célèbrent les victoires des autres comme si c'était les leurs. J'ai fini mon café, j'ai rincé la tasse et je suis parti au bureau. Ce que je ne savais pas, c'est que quelques heures plus tard, alors que j'étais dans une réunion tout à fait routinière à examiner les projections d'un nouveau projet, Brenda allait recevoir un appel qui changerait le ton de tout. Sa banque l'a informé que l'un de ses comptes avait fait l'objet d'une ordonnance de gel judiciaire. Adolfo me l'a raconté cet après-midi-là. Apparemment, Brenda avait appelé la banque 3 fois en moins d'une heure, avec une voix qui, selon le cadre qu'il a assisté, est passée de la confusion à quelque chose qu'il a décrit comme une panique mal contrôlée. Ils lui ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas lui donner de détails sur l'ordonnance du tribunal, qu'elle devrait consulter son avocat. Elle a raccroché et, 10 minutes plus tard, Rodrigo a reçu un appel similaire concernant les comptes associés à l'entreprise qu'ils avaient tous deux utilisés comme structure intermédiaire. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, l'atmosphère était complètement différente. Brenda était assise dans le salon. Il n'y avait pas de lumières supplémentaires allumées, pas de téléphone à la main, pas de conversation avec Juana. Elle était assise avec une posture que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Rigide, contenue, les bras croisés, et une expression qui mêlait confusion et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur, bien qu'elle ne soit pas encore prête à le montrer complètement. Elle m'a regardé quand je suis entré. « Que as-tu fait » a-t-elle demandé. Elle l'a dit à voix basse, sans le ton dominant des derniers jours, sans la confiance de la femme qui avait jeté les papiers sur la table et m'avait dit qu'elle allait tout garder. C'était une question différente. C'était la question de quelqu'un qui commence à comprendre que le sol qu'il croyait solide a des fissures qu'il n'avait pas vues. Je me suis arrêté au milieu du salon. Je l'ai regardé calmement. Je me suis protégé, ai-je répondu, et j'ai continué à marcher vers les escaliers. Il n'y a pas eu d'autre conversation cette nuit-là. Je l'ai entendu passer des appels depuis la chambre, d'une voix basse et tendue. Le genre de conversation que l'on a lorsqu'on essaie de comprendre l'ampleur de quelque chose qui vient de nous échapper. Je ne pouvais pas entendre les détails, mais je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qui se passait de l'autre côté de cette porte. Ce que Brenda découvrait à ce moment-là, avec l'aide de son propre avocat qui lui expliquait sûrement la situation avec une franchise qu'elle n'avait pas anticipée, c'est que l'accord de divorce qu'elle avait célébré avec tant d'enthousiasme avait été formellement contesté. Que les biens qu'elle pensait déjà être les siens étaient gelés par ordonnance du tribunal. Qu'il y avait une enquête en cours qui allait bien au-delà du tribunal des affaires familiales. Et que l'homme qui avait signé ces papiers sans hésiter, et qu'elle avait écarté comme étant vaincu et prévisible, avait construit tout cela des mois à l'avance, pendant qu'elle planifiait de nouveaux meubles et des rénovations de cuisine. Rodrigo, comme Adolfo me l'a dit le lendemain, avait réagi différemment. Il avait appelé un avocat pénaliste le même après-midi. Il avait annulé tous ses engagements pour le lendemain et avait essayé, comme le comptable a pu le tracer à travers certains registres, de faire un virement depuis l'un des comptes intermédiaires qui n'avait pas encore été identifié à ce moment-là. Le virement a été automatiquement bloqué. Cela nous a dit quelque chose d'important. Cela nous a dit que Rodrigo savait exactement de quoi il s'agissait dans l'enquête, dès le premier instant. Qu'il n'y avait pas de phase de confusion sincère de sa part. Que lorsqu'il a reçu la notification de la banque, il n'a pas appelé pour demander ce qui se passait. Il a appelé pour essayer de déplacer ce qui restait avant qu'il ne soit trop tard. Cette tentative de virement bloqué est devenue une pièce supplémentaire du dossier. Une pièce qu'Adolfo a reçue avec une satisfaction contenue que j'avais rarement vue chez lui. Ça, m'a-t-il dit quand il me l'a communiqué, c'est exactement le genre de comportement qu'un procureur a besoin de voir pour comprendre que nous ne parlons pas d'une erreur comptable. Les jours qui ont suivi ont été une sorte de calme tendu, presque surréaliste. Brenda et moi continuions à vivre dans la même maison, car le processus juridique n'avait pas encore déterminé la situation de la propriété et aucun de nous n'était disposé à déménager avant que cela ne soit clair.
Nous nous croisions dans les couloirs, avec la politesse minimale requise par le fait que nos enfants étaient toujours dans la maison et n'avaient pas besoin de voir quoi que ce soit qui les perturberait plus que nécessaire. Elle avait cessé de parler de meubles. Elle avait cessé d'appeler Juana avec la joie des jours précédents. Son avocat venait lui rendre visite les après-midi, et depuis le bureau, je pouvais entendre le murmure de longues et sérieuses conversations qui duraient parfois jusqu'à 2 heures. Un après-midi, en passant devant le salon où elle se réunissait avec son avocat, j'ai surpris un fragment de la conversation. Juste quelques mots, mais suffisants. J'ai entendu son avocat dire quelque chose sur la solidité du dossier qu'ils avaient présenté contre nous. J'ai entendu la voix de Brenda répondre quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer entièrement. Et puis j'ai entendu un silence qui a duré plusieurs secondes et qui en disait plus que n'importe quel mot. C'était le silence de quelqu'un qui commence à comprendre que les choses ne vont pas se terminer comme il l'avait prévu. Cette nuit-là, en révisant des documents dans le bureau, j'ai reçu un message d'Adolfo. Bref, direct, avec la précision qui le caractérisait. L'audience a été fixée. Dans 3 semaines. Prépare-toi. J'ai lu le message 2 fois. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je me suis permis, pour la première fois depuis de nombreuses semaines, quelque chose comme un vrai sourire. 3 semaines. 21 jours. Le temps qu'il restait jusqu'à ce que tout ce qui avait été construit en silence, avec patience, avec une froideur que j'avais eu plus de mal à maintenir que je ne l'avais montré à quiconque, soit enfin mis en lumière. Dans le seul endroit où cela comptait vraiment. Devant un juge, avec des preuves, avec des chiffres, avec une vérité qui n'avait plus nulle part où se cacher. Brenda pensait me connaître. Elle avait pensé savoir exactement comment je réagirais, jusqu'où irait ma capacité de réponse, quel genre d'homme j'étais quand on me poussait dans mes retranchements. Elle s'était trompée dans chacun de ses calculs. Et dans 3 semaines, elle allait le comprendre complètement. Les 3 semaines précédant l'audience ont été les plus longues dont je me souvienne. Non pas à cause de l'incertitude, non pas parce que je doutais de ce que nous avions construit ou de la solidité des preuves qu'Adolfo avait préparées. Mais parce qu'il y a quelque chose dans une attente calculée qui consomme de l'énergie d'une manière différente du mouvement. Quand on agit, quand on fait, quand on construit, le temps passe avec un but visible. Mais quand tout est prêt et qu'il ne reste plus qu'à attendre que l'horloge atteigne le bon moment, chaque jour a un poids particulier, difficile à décrire pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Je me suis concentré sur le travail, sur mes enfants, sur les conversations avec Lydia, ma mère, qui continuait de m'appeler tous les 2 ou 3 jours sans savoir exactement ce qui se passait. Mais qui avait cette capacité que certaines personnes ont d'offrir du calme sans avoir besoin de connaître tous les détails. Je lui ai dit que nous étions dans un processus difficile, que les choses se réglaient, que les enfants allaient bien. Elle n'a pas posé plus de questions. Elle m'a juste dit, comme elle l'avait fait toute ma vie dans les moments importants, « Aurelio, tu as toujours su faire les choses avec ta tête. Ne l'oublie pas maintenant. » Je ne l'ai pas oublié. Brenda, pendant ces 3 semaines, s'est transformée d'une manière que j'ai observée de loin, avec un mélange de sentiments que j'ai encore du mal à démêler. La confiance des premières semaines avait complètement disparu. À sa place, une nouvelle tension était apparue, visible dans de petits détails que seul quelqu'un qui la connaissait depuis 18 ans pouvait lire avec précision. La façon dont elle tenait le téléphone, la rapidité avec laquelle elle répondait quand quelqu'un lui parlait, la manière dont elle évitait certains sujets devant les enfants, avec une maladresse qui ne lui ressemblait pas, elle qui avait toujours été très douée pour gérer les apparences. Son avocat lui rendait fréquemment visite. Parfois, une femme que je ne connaissais pas venait aussi, qui, comme j'ai pu le déduire de quelques fragments de conversation, était une comptable ou une conseillère financière que Brenda avait engagée pour essayer de comprendre l'ampleur exacte de ce à quoi elle faisait face. Ces réunions duraient des heures et, à la fin, Brenda sortait toujours avec une expression qui s'était durcie au fil des jours, comme quelqu'un qui reçoit de mauvaises nouvelles progressivement et se construit une carapace pour ne pas montrer à quel point cela l'affecte. Rodrigo avait disparu de l'entreprise. Pas brusquement, pas avec une confrontation, ni avec une démission formelle présentée de manière spectaculaire. Il avait simplement commencé à s'absenter. D'abord un jour, puis 2, puis une semaine entière. Ses emails étaient répondus avec des délais croissants. Ses engagements internes étaient laissés en suspens. Le personnel a commencé à poser des questions, et je donnais des réponses neutres qui n'expliquaient rien, car il n'était pas encore temps d'expliquer quoi que ce soit. Ce que j'ai fait, sur les conseils d'Adolfo, c'est de commencer formellement le processus de révision de sa position d'associé. C'était une étape nécessaire,
et c'était aussi la bonne étape du point de vue de l'entreprise et des personnes qui y travaillaient. Des personnes qui n'avaient aucune responsabilité dans ce qui s'était passé et qui méritaient que la situation soit gérée sérieusement. Un matin, 5 jours avant l'audience, Adolfo m'a appelé pour une dernière réunion de préparation. Il voulait que nous revoyions ensemble la structure de la présentation, l'ordre dans lequel les preuves apparaîtraient, les points où il prévoyait que l'avocat de Brenda essaierait de contester la documentation, et comment il répondrait à chacun de ces défis. Je suis arrivé à son bureau à 10 heures du matin. Adolfo avait étalé le dossier complet sur la table de réunion, organisé en sections clairement différenciées, avec des intercalaires de couleurs. C'était un document qui, dans sa version physique, était considérablement épais. Le genre de dossier qui, lorsqu'un juge le reçoit, comprend immédiatement qu'il représente des mois de travail méticuleux et non un argument construit à la hâte. Nous avons passé 4 heures à tout revoir. Adolfo m'a expliqué chaque section, a souligné les points de plus grand impact, m'a préparé aux questions que le juge poserait probablement, et à celles que l'avocat de l'autre partie poserait. Il m'a également expliqué comment il gérerait le moment où les preuves des transferts internationaux apparaîtraient dans la présentation, car c'était le point le plus grave et il voulait s'assurer que l'impact serait exactement le bon. Ni adouci, ni exagéré, juste les faits présentés avec une clarté qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Quand nous avons eu fini, Adolfo a rassemblé les papiers avec ce geste méthodique qui m'était si familier et m'a regardé de l'autre côté de la table. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. Non pas comme une formalité, mais comme une vraie question. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que j'allais bien. Qu'il y avait des moments où le poids de tout cela se faisait plus sentir que d'autres. Qu'il y avait des nuits où je restais éveillé plus longtemps que je ne le voulais, en pensant à mes enfants et à la manière dont ce qui allait arriver les affecterait. Mais qu'il y avait aussi une clarté dans ce que je faisais qui me maintenait stable. Que je savais que c'était la bonne chose à faire et que, finalement, c'était suffisant pour continuer. Adolfo a hoché la tête. Un juge remarque quand quelqu'un est là pour les bonnes raisons, m'a-t-il dit, et il remarque quand quelqu'un est là juste pour gagner. Cette différence compte plus que les gens ne le pensent. J'ai quitté son bureau avec cette phrase résonnant dans ma tête. Les derniers jours avant l'audience se sont déroulés avec une lenteur qui semblait quelque peu irréelle. Brenda parlait à peine à la maison. Les enfants ont remarqué la tension, même s'ils n'en comprenaient pas la cause exacte, et j'ai fait un effort conscient pour maintenir une normalité avec eux qui leur donnerait quelque chose de stable à quoi s'accrocher au milieu de tout ce qui se passait autour d'eux. Je les ai aidés avec leurs devoirs. Nous avons parfois regardé des films ensemble. Je leur ai posé des questions sur leurs amis, sur leurs affaires, sur les petits détails de leur journée, qui sont ce qui construit vraiment la confiance entre un père et ses enfants. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas beaucoup dormi. Non pas par peur. C'était quelque chose de différent, une sorte de veille que le corps s'impose lorsqu'il sait que le lendemain, quelque chose d'important va changer de manière irréversible. Je suis resté dans le bureau jusqu'après minuit, non pas à réviser des documents, car il n'y avait plus rien à réviser, mais simplement assis en silence, avec une tasse de café qui a refroidi sans que je ne m'en aperçoive. J'ai pensé au moment où Brenda avait jeté les papiers sur la table. Au regard sur son visage quand j'ai signé sans hésiter. À l'appel qu'elle avait passé à Juana ce soir-là pour célébrer. Au mois précédent où j'avais continué à travailler, à faire confiance, à être l'homme dont elle et Rodrigo avaient besoin pour que leur plan fonctionne. J'ai pensé à tout cela sans colère. La colère était passée depuis longtemps, quelque part dans les premières semaines, quand je traitais encore l'ampleur de ce que j'avais découvert. Ce qui restait maintenant était quelque chose de plus proche d'une détermination silencieuse. La détermination de quelqu'un qui sait ce qu'il va faire et pourquoi il va le faire, et qui n'a pas besoin de se convaincre à la dernière minute que c'est la bonne chose à faire. Je suis allé me coucher après 1 heure du matin. J'ai mis le réveil à 6 heures et, avant d'éteindre la lumière, je suis resté allongé un instant, à fixer le plafond dans le noir. Demain, dans une salle d'audience de cette ville, quelque chose allait se passer que Brenda n'avait anticipé dans aucun de ses calculs. Elle allait voir se dérouler devant elle, page par page, chiffre par chiffre, virement par virement, la preuve complète de ce qu'elle et Rodrigo avaient construit, en croyant que personne ne le verrait jamais. Elle allait voir comment chaque pièce de ce plan qu'elle avait exécuté avec tant de patience et de confiance se transformait en la preuve même qui la détruisait. Et je serais assis là, calme, sans élever la voix, parce que je n'aurais pas besoin de l'élever. J'ai éteint la lumière, j'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis de nombreuses semaines, je me suis endormi presque immédiatement. Le jour de l'audience s'est levé,
avec un ciel clair et une lumière limpide qui entrait par les fenêtres de la chambre d'amis avec une clarté qui semblait presque délibérée. Je me suis levé avant que le réveil ne sonne. Je me suis douché calmement. Je me suis habillé d'un costume que j'avais préparé la veille au soir, gris foncé, une cravate bleue que Lydia m'avait offerte des années auparavant et que je portais dans les moments que je considérais importants. Ce n'était pas de la superstition. C'était juste ma façon de marquer certains jours comme étant différents des autres. Je suis descendu à la cuisine, j'ai préparé du café, je me suis assis à la même place où, des semaines auparavant, j'avais signé ces papiers pendant qu'Adolfo me murmurait à l'oreille que j'étais fou. J'ai bu le café lentement, en regardant le jardin par la fenêtre, ce jardin que Brenda avait prévu de redessiner avec de l'argent qui n'était pas le sien. J'ai entendu du mouvement à l'étage. Brenda était également réveillée tôt. Je l'ai entendu bouger dans la chambre. J'ai entendu l'eau couler. J'ai entendu le silence tendu qu'une maison a lorsque deux personnes se préparent pour le même moment, depuis des endroits complètement opposés. Les enfants dormaient encore. Je les avais laissés aux soins de Lydia, qui était venue l'après-midi précédent sans poser de questions, avec cette capacité qu'elle a d'apparaître exactement quand on a besoin d'elle. Quand je lui ai dit au revoir dans le couloir la veille au soir, elle m'a pris le visage entre ses mains une seconde, m'a regardé attentivement et m'a dit « Tu sais ce que tu fais ». Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Et je l'ai emporté avec moi le lendemain, comme on emporte quelque chose qui pèse peu mais vaut beaucoup. Je suis arrivé au palais de justice 20 minutes avant l'heure prévue. Adolfo était déjà là, debout devant l'entrée, sa mallette à la main et une expression concentrée que je savais déjà lire. Il m'a salué d'une brève et ferme poignée de main. « Prêt ?» a-t-il demandé. J'ai dit oui, et c'était vrai. Nous sommes entrés ensemble. La salle était de taille moyenne, avec cette atmosphère particulière qu'ont les espaces judiciaires. Une solennité fonctionnelle qui n'essaie pas d'être imposante, mais l'est quand même. Il y avait une longue table pour chaque partie, l'estrade du juge à l'avant, et quelques chaises supplémentaires sur les côtés pour les experts et les témoins qui pourraient être appelés pendant la session. Nous nous sommes assis à notre table. Adolfo a ouvert sa mallette et a organisé les documents avec des mouvements précis et silencieux. Je me suis redressé, les mains sur la table, et j'ai attendu. Brenda est arrivée 5 minutes plus tard avec son avocat, un homme d'une 50aine d'années que je connaissais de nom, mais avec qui je n'avais jamais interagi directement. Elle est entrée sans me regarder. Elle s'est assise à la table de devant, avec une posture qui tentait de projeter de la confiance, mais qui, pour moi qui la connaissais trop bien, disait autre chose. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle a ajusté sa chaise, dont elle a posé son sac sur la table et dont elle a croisé les mains devant elle qui révélait une tension qu'elle faisait un effort considérable pour ne pas montrer. Le juge est entré à l'heure, un homme d'une 60aine d'années, mince, avec une expression qui ne projetait ni sympathie ni hostilité. Mais simplement la neutralité professionnelle de quelqu'un qui a entendu trop d'histoires pour se laisser influencer par l'une d'entre elles avant de voir les faits. Il a ouvert la session avec les formalités d'usage, a expliqué l'objet de l'audience et a donné la parole en premier à l'avocat de Brenda, comme il se doit, étant donné que c'est elle qui avait engagé la procédure de divorce initiale. L'avocat de Brenda s'est levé. Il était habile. Je l'ai remarqué dès le début. Il avait une façon de parler à la fois fluide et prudente, comme quelqu'un qui choisit chaque mot en sachant qu'il pourrait être utilisé contre lui. Il a présenté la position de sa cliente avec un récit que j'ai écouté avec une attention totale. Il a parlé d'un mariage détérioré, d'une décision mutuelle de se séparer, de l'accord que j'avais signé volontairement et sans pression. Il a essayé de construire l'image d'un processus propre, d'une séparation convenue entre deux adultes, d'un accord qui devrait être respecté dans ses termes originaux. Il n'a pas mentionné les propriétés. Il n'a pas mentionné les virements. Il n'a pas mentionné la société écran ou les comptes à l'étranger. Il a construit son argumentation sur ce qui était dans l'accord signé et a soigneusement évité tout ce qui n'y était pas. C'était une stratégie compréhensible, mais elle avait un problème fondamental. Nous allions mentionner tout cela. Lorsque le juge a donné la parole à Adolfo, mon avocat s'est levé, avec un calme qui a rempli la pièce d'une manière difficile à expliquer. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a adopté aucun ton dramatique. Il a commencé à parler clairement et directement, présentant le contexte général de la contestation que nous avions déposée. Il a expliqué que l'accord signé ne pouvait être considéré comme valide, car il avait été construit sur une déclaration de biens qui dissimulait intentionnellement des actifs importants qui faisaient partie du patrimoine commun.
ou qui avait été financé avec des ressources de l'entreprise du plaignant. L'avocat de Brenda a tenté d'interrompre à ce moment-là avec une objection. Le juge l'a rejeté d'un bref geste et a demandé à Adalfo de continuer. Et puis, Adalfo a commencé à présenter les preuves. Il l'a fait avec une méthodologie que nous avions revue ensemble pendant des heures. D'abord, les états financiers de l'entreprise pour la période de 18 mois en question. Il les a présentés comme contexte, sans encore souligner les irrégularités, juste les chiffres de base. Le juge les a examinés en silence un moment et a hoché la tête pour qu'il continue. Ensuite, il a présenté l'analyse de l'expert comptable judiciaire. C'est là que la température de la pièce a commencé à changer, d'une manière qui n'était pas littérale, mais que tout le monde dans cette salle pouvait sentir. L'expert, qui était présent en tant que témoin expert, a été appelé pour expliquer sa méthodologie et ses conclusions. Il l'a fait avec une précision technique qui ne laissait aucune place à l'interprétation subjective. Chaque virement identifié, chaque compte intermédiaire documenté, le schéma de fractionnement délibéré pour éviter les alertes automatiques, la connexion directe entre les montants détournés et les comptes finaux au nom de Brenda. J'ai observé le juge pendant que l'expert parlait. Il prenait des notes avec une concentration absolue. À aucun moment il n'a levé les yeux vers Brenda. Mais moi, je la regardais de temps en temps, discrètement, et ce que j'ai vu sur son visage était quelque chose que je n'avais pas entièrement anticipé, malgré avoir imaginé ce moment de nombreuses fois. Ce n'était pas de la colère, ni du déni. C'était une sorte de rigidité, comme si son corps avait décidé de ne plus bouger pour ne rien révéler de plus que ce qui était déjà en train d'être révélé. Son avocat lui a passé une note écrite. Elle l'a lu sans changer d'expression. Elle a écrit quelque chose et le lui a rendu. Cet échange silencieux s'est produit plusieurs fois pendant la présentation de l'expert. Et chaque fois que je l'observais, je comprenais que de l'autre côté de cette table, une série de décisions rapides était en train d'être prises sur la manière de répondre à quelque chose qui les avait clairement pris avec moins de préparation qu'ils ne l'avaient prévu. Quand l'expert a terminé sa présentation, Adalfo a continué. Il a présenté la documentation des 3 propriétés enregistrées au nom de Brenda et de la société qu'elle avait créée. Les dates d'enregistrement, les montants d'achat, la coïncidence temporelle exacte avec les périodes de plus grand détournement de fonds de l'entreprise, et l'absence totale de ces propriétés dans la déclaration de biens qu'elle avait soumise dans le cadre de la procédure de divorce. À ce moment-là, l'avocat de Brenda a demandé une pause. Le juge l'a accordée. 15 minutes. Brenda s'est levée et a quitté la salle avec son avocat. Je suis resté à ma place. Adalfo s'est assis à côté de moi et, d'une voix très basse, a dit « Ça se passe bien. » Exactement comme nous l'avions prévu. J'ai hoché la tête, j'ai bu un peu d'eau et j'ai attendu. Quand ils sont revenus, quelque chose avait changé dans la posture de l'avocat de Brenda. C'était subtil, mais visible pour quelqu'un qui prêtait attention. Il y avait quelque chose de moins ferme dans la façon dont il s'asseyait, dans la façon dont il arrangeait ses papiers. Comme quelqu'un qui vient de recalculer une position et n'est pas entièrement satisfait du nouveau résultat. L'audience a repris. Adalfo a présenté la dernière section du dossier. Les virements internationaux, la destination des fonds hors du pays, la demande de coopération internationale déjà active, et la tentative de virement bloqué que Rodrigo avait faite le jour même où il avait reçu la notification du gel des comptes. Ce mouvement désespéré qui avait été enregistré, avec la date, l'heure et le montant exact, et qui en disait plus sur la conscience coupable des deux impliqués que n'importe quel argument que nous aurions pu construire avec des mots. Quand Adalfo a eu fini et s'est assis, la salle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Le juge a revu certains des documents devant lui, a pris des notes supplémentaires, puis a levé les yeux vers la table de Brenda et a demandé à son avocat s'il avait quelque chose à présenter en réponse aux preuves qui venaient d'être introduites. L'avocat de Brenda s'est levé, a parlé pendant plusieurs minutes, mais quelque chose dans sa présentation avait fondamentalement changé par rapport à la confiance avec laquelle il avait commencé l'audience. Les mots étaient corrects, mais le poids derrière eux était différent. C'était le poids de quelqu'un qui plaide depuis une position qu'il s'est compromise, et qui essaie de trouver l'angle le moins dommageable dans une situation où tous les angles ont un certain niveau de dommage. Je l'ai écouté en silence, sans bouger, sans changer d'expression. Et j'ai pensé à la nuit où Brenda avait appelé Juana pour célébrer, au rire que j'avais entendu depuis le couloir, à la légèreté avec laquelle elle avait parlé de nouveaux meubles et de rénovation. Pendant que je continuais à construire en silence ce qui se passait en ce moment même dans cette salle. Chaque seconde d'attente en avait valu la peine.
Le juge a demandé une suspension de 30 minutes avant de continuer avec la deuxième partie de l'audience. Il s'est levé, avec ce calme institutionnel qu'ont les juges expérimentés, a rassemblé ses notes et a disparu par une porte latérale sans rien dire d'autre. La salle est restée avec ce silence particulier qu'ont les espaces judiciaires lorsque l'autorité se retire et que, soudain, toutes les personnes présentes redeviennent de simples personnes. Adolfo m'a brièvement touché le bras. « Sortons un moment », a-t-il dit à voix basse. Nous sommes sortis dans le couloir. C'était un long corridor avec de hautes fenêtres qui laissaient entrer une lumière blanche et uniforme. Nous nous sommes éloignés de quelques mètres de la salle d'audience, et Adolfo m'a parlé avec la voix calme mais directe qu'il utilisait lorsqu'il voulait que je traite quelque chose clairement. Il m'a dit que la première partie s'était mieux déroulée qu'il ne l'avait anticipé, même dans le scénario le plus optimiste. Que les preuves des transferts internationaux avaient eu un impact visible sur le juge. Un impact qu'il avait mesuré non pas par ce que le juge avait dit, mais par la manière dont il prenait des notes pendant cette section spécifique, avec une concentration différente du reste de la présentation. Il m'a également dit qu'il s'attendait à ce que dans la deuxième partie, l'avocat de Brenda tente de contester la chaîne de possession de certains documents et, éventuellement, la méthodologie de l'expert. C'était une manœuvre standard dans ce type de situation. Non pas parce qu'ils avaient des arguments solides pour le faire, mais parce que lorsqu'on n'a pas de réponse substantielle aux preuves, on attaque la procédure. C'était prévisible, et nous y étions préparés. J'ai écouté, j'ai hoché la tête, et je lui ai posé une question à laquelle je pensais depuis un moment. Je lui ai demandé s'il pensait que Brenda essaierait de parvenir à une sorte d'accord avant que le juge ne rende sa décision. Adolfo a réfléchi à la question un instant. Son avocat est intelligent, a-t-il répondu. Et un avocat intelligent, quand il voit ce qu'il vient de voir, commence à calculer. Pas aujourd'hui. Probablement qu'aujourd'hui, il est encore en mode réponse. Mais si la décision du juge va dans la direction que j'attends, et je crois qu'elle le fera, dans les jours qui suivent, il y aura une conversation. Je n'ai rien dit. J'ai juste stocké cette information quelque part dans ma tête, où je pourrais la traiter plus tard. De l'autre côté du couloir, j'ai vu Brenda sortir de la salle d'audience avec son avocat. Ils se sont arrêtés à l'extrémité opposée du corridor. Ils parlaient à voix basse, avec cette proximité physique des conversations urgentes. Brenda avait les bras croisés et regardait le sol pendant que son avocat parlait. À un moment, elle a levé les yeux, et nos regards se sont croisés une seconde. Ce n'était qu'une seconde, mais dans cette seconde, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir en elle. Je n'ai pas vu de colère. Je n'ai pas vu de défi. J'ai vu quelque chose qui ressemblait beaucoup à une compréhension tardive, comme si à ce moment-là, dans ce couloir, quelque chose s'était enfin installé dans sa tête d'une manière qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle a de nouveau baissé les yeux vers le sol presque immédiatement et a continué d'écouter son avocat. J'ai détourné le regard aussi et j'ai continué de parler avec Adolfo des détails techniques de ce qui allait suivre. Quand le juge est revenu et que l'audience a repris, l'avocat de Brenda a fait exactement ce qu'Adolfo avait anticipé. Il a tenté de contester la méthodologie de l'expert, a présenté des objections techniques sur la chaîne de possession de certains documents financiers. A soutenu que certains des registres présentés avaient été obtenus par des canaux qui méritaient d'être examinés plus attentivement avant d'être admis comme des preuves irréfutables. L'expert a répondu à chaque objection avec une précision qui n'en a laissé aucune non résolue. Il avait été préparé à cela aussi. Chaque document avait son origine clairement documentée. Chaque registre avait sa source vérifiable. Chaque élément de la chaîne de possession était étayé par la documentation correspondante. Il n'y avait pas de faille. Nous avions travaillé précisément pour qu'il n'y en ait pas. Le juge a écouté les arguments des deux parties avec la même neutralité avec laquelle il avait écouté tout le reste. Il a posé quelques questions supplémentaires à l'expert. Il a posé une question à Adolfo sur la chronologie spécifique de certains mouvements financiers. Et puis, il a fait quelque chose que je n'attendais pas à ce moment-là. Il s'est adressé directement à Brenda, et non à son avocat. Il lui a demandé, d'une voix qui était complètement neutre mais qui a rempli la salle d'une manière qui nous a tous fait retenir notre souffle un instant, si elle avait une explication à offrir concernant les propriétés enregistrées à son nom qui n'avaient pas été déclarées dans la procédure de divorce. L'avocat de Brenda a tenté de répondre à sa place. Le juge l'a arrêté d'un geste. Il a répété la question, dirigée vers elle, attendant que ce soit elle qui réponde. Brenda s'est levée. Un instant,
Je l'ai regardée avec une attention complète que je n'ai pas essayé de cacher. C'était la première fois de toute l'audience qu'elle allait parler directement. Son avocat lui avait clairement conseillé de tout laisser entre ses mains. C'était la stratégie standard. Mais le juge venait de changer les règles avec une question directe qui ne pouvait être déléguée, sans que cette délégation elle-même ne dise quelque chose. Elle a parlé pendant moins de 2 minutes. Sa voix était contrôlée, mais avait un très léger tremblement que j'ai reconnu, car je l'avais entendu parler pendant 18 ans et je savais exactement comment sa voix sonnait lorsque quelque chose l'affectait vraiment, même si elle faisait le plus grand effort pour ne pas le montrer. Elle a dit que les propriétés représentaient des investissements personnels, faits avec ses propres économies antérieures au mariage. Qu'elle avait omis de les déclarer en raison d'une erreur de conseil juridique. Qu'il n'y avait eu aucune intention de dissimulation. Quand elle a fini de parler, elle s'est assise rapidement, comme si elle avait besoin de retrouver la sécurité de la chaise. Le juge l'a regardé un moment, n'a rien dit immédiatement, a écrit quelque chose, puis a demandé à Adalfo s'il voulait répondre à cette déclaration. Adalfo s'est levé avec un calme absolu. Il a remercié le juge pour l'opportunité, puis, avec une précision qui a rendu la salle complètement immobile. Il a présenté la documentation prouvant que Brenda n'avait aucune économie personnelle antérieure au mariage d'une ampleur qui pourrait expliquer l'achat de 3 propriétés pour une valeur totale de 320 000 € en espèces. Il a présenté les registres de ses comptes personnels avant le mariage. Il a présenté la chronologie exacte reliant chaque achat aux périodes de plus grand détournement de fonds de l'entreprise. Et il a présenté la date de constitution de la société intermédiaire, qui était plus de 15 ans après le mariage et ne pouvait donc être considérée comme un bien antérieur, selon aucun argument juridique raisonnable. Ce fut un moment d'une clarté dévastatrice. Non pas parce que c'était dramatique, mais précisément parce que ça ne l'était pas. C'était simplement la vérité, présentée avec ordre et preuve, sans fioriture, sans exagération, sans aucun élément émotionnel qui pourrait distraire de la force des faits. L'avocat de Brenda a demandé à faire une déclaration supplémentaire. Le juge l'a accordé. Il a parlé pendant plusieurs minutes, mais je pouvais entendre dans son argumentation qu'il y avait quelque chose de différent par rapport au début de l'audience. Il y avait moins de certitude. Il y avait plus de conditionnel. Il y avait plus de références à la nécessité de temps supplémentaire pour examiner la documentation, à des opportunités de présenter des preuves supplémentaires, à des délais qui, à ce stade du processus, n'existaient plus de la manière dont il en aurait eu besoin. Quand il a eu fini, le juge a revu ses notes un long moment. La salle a attendu en silence. Puis il a parlé. Il a dit que les preuves présentées étaient suffisamment substantielles pour maintenir le gel des avoirs en vigueur et pour ordonner un audit judiciaire indépendant des mouvements financiers documentés. Il a dit que l'accord de divorce initial était suspendu dans tous ses effets jusqu'à ce que l'audit soit terminé et que le tribunal puisse déterminer les biens réels des deux parties sur la base d'informations vérifiées. Et il a dit que les résultats de l'enquête pénale parallèle seraient incorporés au dossier dès qu'ils seraient disponibles. Ce n'était pas une résolution finale. C'était quelque chose de plus important à ce moment-là. C'était la confirmation que le terrain que Brenda pensait avoir gagné ne lui appartenait plus. Que ce qu'elle avait construit avec tant de patience et de confiance était en train d'être démantelé, pièce par pièce, dans la même salle où elle avait espéré célébrer sa victoire définitive. Nous avons quitté le palais de justice cet après-midi-là. Le soleil dehors avait cette intensité du milieu de la journée qui vous oblige à fermer les yeux un instant lorsque vous sortez d'un espace clos. Je me suis arrêté sur les marches extérieures et j'ai respiré l'air extérieur avec une profondeur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Adalfo était à mes côtés. Il n'a rien dit un moment. Puis il m'a regardé et a simplement hoché la tête. C'était suffisant. Les jours qui ont suivi l'audience ont eu une texture différente de tout ce que j'avais vécu les mois précédents. C'était comme si l'air lui-même avait changé de composition. Il n'y avait pas d'euphorie, pas de sentiment expansif que l'on imagine devoir ressentir lorsque quelque chose pour lequel on a tant travaillé commence à se résoudre de la bonne manière. C'était quelque chose de plus calme que ça, plus proche du soulagement profond qui vient lorsque l'on cesse de porter quelque chose de très lourd et qu'il faut quelques jours à votre corps pour se souvenir de ce que c'est que de bouger sans ce poids. Adalfo m'a appelé 2 jours après l'audience. Il m'a informé que l'audit judiciaire avait été confié à un comptable nommé par le tribunal, un processus qui prendrait plusieurs semaines, mais qui était déjà en cours. Il m'a également informé que les autorités menant l'enquête pénale avaient formellement demandé la documentation complète du dossier civil dans le cadre de leur propre processus. Les 2 lignes d'enquête avançaient en parallèle, s'alimentant mutuellement, construisant un dossier qui,
chaque semaine qui passait, devenait plus difficile à contester sous quelque angle que ce soit. Rodrigo avait engagé l'un des avocats pénalistes les plus renommés de la ville. Adolfo me l'a dit avec une neutralité qui ne cachait pas complètement ce que ce fait signifiait. Quand quelqu'un engage ce type de représentation légale à ce stade d'un processus, il ne le fait pas parce qu'il croit pouvoir prouver son innocence. Il le fait parce qu'il calcule comment minimiser les dégâts. C'était un signe clair qu'il savait exactement ce qu'il avait fait et que sa stratégie était passée de nier à négocier. Une semaine après l'audience, l'avocat de Brenda a contacté Adolfo. Il voulait explorer la possibilité d'un règlement. Adolfo me l'a communiqué le même après-midi, avec une précision que j'ai appréciée. Il ne l'a pas présenté comme une victoire ou un piège. Il l'a juste présenté pour ce que c'était, une information dont j'avais besoin pour prendre des décisions. Il m'a expliqué mes options. Je pouvais refuser toute conversation de règlement et laisser le processus judiciaire suivre son cours naturel jusqu'à la résolution finale. Ou je pouvais écouter ce qu'ils avaient à offrir, sans m'engager à rien, avec la possibilité de le rejeter à tout moment si les termes n'étaient pas acceptables. Je lui ai demandé son avis. Il m'a dit que, d'après son expérience, lorsque les preuves sont aussi solides que les nôtres, les accords conclus à ce stade sont généralement significativement plus favorables à la partie qui a les preuves que tout ce que le processus judiciaire pourrait prendre des mois de plus à produire. Mais que la décision était entièrement la mienne et qu'il respecterait le chemin que je choisirais, avec le même dévouement. Je lui ai dit d'écouter. La réunion a eu lieu 4 jours plus tard, dans le bureau d'Adolfo, avec les 2 avocats présents, et Brenda et moi assis de part et d'autre de la même table de réunion où, des semaines auparavant, Adolfo avait étalé le dossier complet pour que je le révise une dernière fois. C'était un espace que je connaissais bien, et cette familiarité m'a aidé à maintenir le calme que je voulais projeter. Brenda est entrée sans me regarder directement, s'est assise, a croisé les mains sur la table, et pour la première fois de tout ce processus, je l'ai vue sans l'armure qu'elle avait portée depuis le jour où elle m'a dit qu'elle voulait le divorce. Il n'y avait pas de confiance dans sa posture, pas de légèreté des jours où elle pensait avoir gagné. Il y avait quelque chose de plus proche de la fatigue de quelqu'un qui a tenu une position trop longtemps et n'a plus l'énergie de la tenir. Son avocat a présenté la proposition. Elle était substantiellement différente de ce qu'elle avait exigé des semaines auparavant en jetant des papiers sur la table. Elle proposait la restitution des actifs détournés de l'entreprise via un plan structuré, le transfert des propriétés locales aux actifs de l'entreprise dans le cadre de la restitution, une renonciation complète à toute réclamation sur l'entreprise ou ses actifs futurs. Et en ce qui concerne le divorce lui-même, une division équitable et documentée des biens familiaux réels, ceux qui avaient été légitimement construits pendant le mariage. Il n'a pas mentionné le compte à l'étranger directement, mais l'omission elle-même était une forme de reconnaissance. Son avocat savait que nous savions, et il savait que ce point devrait être abordé d'une manière ou d'une autre avant que tout accord puisse être considéré comme complet. Adolfo a écouté toute la proposition sans interrompre, a pris des notes, et quand l'avocat de Brenda a eu fini, Adolfo a dit calmement que nous devions inclure dans tout accord une clause spécifique sur les fonds à l'étranger, avec un mécanisme de rapatriement vérifiable et un délai défini. Sans cette clause, m'a-t-il dit à ce moment-là, devant tout le monde, tout accord manquait de l'exhaustivité nécessaire pour être considéré comme acceptable. L'avocat de Brenda a regardé sa cliente. Il y a eu un échange silencieux entre eux, puis il a hoché la tête. Ils ont accepté de l'inclure. Nous n'avons rien signé ce jour-là. Il y avait des détails qui devaient être réglés, rédigés avec précision, examinés par les 2 parties avec le soin qu'un document de cette ampleur méritait. Mais quand j'ai quitté cette réunion, il y avait quelque chose dans l'air qui était qualitativement différent de tout ce qui avait précédé. C'était le sentiment que le terrain avait été défini, que les limites étaient claires, que ce qui restait à faire était technique, et non stratégique. Dans le couloir, avant que nous ne prenions chacun notre chemin, Brenda s'est arrêtée un moment. Son avocat a continué à marcher vers l'ascenseur. Elle s'est tenue à quelques mètres de moi, avec une expression que je n'ai pas pu lire à ce moment-là, et que j'ai encore du mal à décrire avec précision aujourd'hui. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a rien dit qui ressemblait à une explication. Elle m'a juste regardé une seconde et a dit, d'une voix très basse, presque comme si elle se parlait à elle-même plus qu'à moi, « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai regardé, puis j'ai dit, avec le même calme avec lequel j'avais géré tout cela depuis le début, « Je ne pensais pas que ce serait nécessaire non plus. » Elle est partie. Je suis resté dans ce couloir un moment de plus, seul, avec le bruit doux du bâtiment autour de moi.
Et j'ai pensé que ces deux phrases, la sienne et la mienne, résumaient d'une manière ou d'une autre tout ce qui s'était passé entre nous ces derniers mois, mieux que n'importe quel document juridique ou n'importe quelle présentation dans une salle d'audience. Elle n'avait pas pensé que j'irais aussi loin, parce qu'elle ne m'avait jamais pleinement vu. Elle avait vu l'homme qui travaillait, qui construisait, qui faisait confiance, qui signait sans poser de questions. Mais elle n'avait pas vu ce qui se cache en dessous, chez une personne qui a passé toute sa vie à apprendre à résoudre des problèmes avec patience et précision. Et je n'avais pas pensé que ce serait nécessaire d'aller aussi loin, parce que pendant 18 ans, j'avais choisi de croire que ce que nous avions était réel. Les deux choses étaient vraies en même temps. Et cette double vérité était probablement la partie la plus difficile de tout cela à supporter. L'accord final a été signé 3 semaines plus tard. Les termes sont restés exactement tels qu'ils avaient été négociés, sans modification substantielle. Les actifs détournés seraient restitués dans un délai défini, avec des garanties vérifiables. Les propriétés locales ont été transférées. La clause sur les fonds à l'étranger a été rédigée avec la précision qu'Adalfo avait exigée. Et le processus pénal a poursuivi son cours indépendamment, car un accord civil n'a pas la capacité de clore une enquête pénale, ce que l'avocat de Brenda savait depuis le début et qui faisait partie du calcul qu'ils avaient fait en décidant de négocier. Rodrigo est parvenu à son propre accord avec les autorités des semaines plus tard. Ce ne fut pas un processus propre ou rapide, mais il y est parvenu. L'entreprise a continué. J'ai embauché quelqu'un de nouveau pour couvrir le domaine que Rodrigo avait laissé, une personne recommandée par un contact de confiance, avec des références vérifiées et un profil qui ne laissait aucune place au genre d'ambiguïté que j'avais ignoré pendant trop longtemps par le passé. Les chiffres ont recommencé à correspondre. L'équipe a retrouvé une stabilité que je n'avais pas réalisée à quel point avait été perdue, jusqu'à ce qu'elle commence à revenir. Mes enfants se sont adaptés, avec cette capacité que les enfants ont de trouver l'équilibre dans des situations que les adultes autour d'eux sont encore en train de traiter. Je les voyais plus. Je leur parlais plus. J'ai appris à être présent d'une manière que le travail et la distraction des dernières années m'avaient empêché de pratiquer aussi souvent qu'ils le méritaient. Lydia venait dîner le dimanche, s'asseyait dans le même fauteuil que toujours, buvait son café avec le même calme que toujours, et me regardait de temps en temps avec cette expression qui n'avait pas besoin de mots pour dire ce qu'elle disait. Un après-midi, après que les enfants soient allés dans leur chambre et que nous soyons restés seuls dans la cuisine, elle m'a demandé comment je me sentais vraiment. Non pas à propos du processus, non pas à propos de l'entreprise, mais moi. Comment j'allais? Je lui ai dit que je retrouvais mon chemin vers quelque chose que je ne savais pas encore nommer exactement. Quelque chose qui avait à voir avec la confiance en ce que l'on construit, dans la manière dont on le construit. Avec le fait de ne pas ignorer ce que l'on voit, parce qu'il est plus confortable de ne pas le voir. Avec la compréhension que la patience n'est pas la même chose que la passivité, et qu'il y a des moments où la réponse la plus puissante que l'on puisse donner est simplement de savoir attendre le bon moment. Elle m'a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, elle a pris sa tasse de café à 2 mains et m'a dit quelque chose qui m'est resté d'une manière qui, encore aujourd'hui, quand je m'en souviens, a le même poids que la première fois que je l'ai entendu. Elle a dit, un homme qui sait construire en silence ne perd jamais vraiment, car ce qu'il construit en silence est la seule chose que personne ne peut lui enlever. Je suis resté avec ces mots cette nuit-là. Je les ai continués à les porter les jours qui ont suivi. Je les porte encore. Parce qu'au final, quand on enlève tout le bruit, tous les papiers, toutes les audiences, toutes les nuits blanches, et tous les moments où le poids de ce qui se passait semblait plus que ce que je voulais admettre, ce qui restait était quelque chose de simple. Je n'ai pas gagné parce que j'étais plus intelligent. Je n'ai pas gagné parce que j'avais de meilleurs avocats. Je n'ai pas gagné parce que le système a fonctionné exactement comme il aurait dû. J'ai gagné parce que j'ai cessé d'ignorer ce que je voyais. Et au final, c'est la seule victoire qui compte vraiment.